Nous sommes aujourd'hui lundi 6 février 2023 et voici les titres de ce journal. Guerre en RDC, les chefs d'État africains de l'Est appellent à un cessez-le-feu immédiat lors du sommet extraordinaire à Bujumbura au Burundi. Pékin en colère après la destruction de l'aéronef par l'aviation américaine. CHAN 2023, le Sénégal assoit son hégémonie sur le football africain après le sacre à la CAN 2023 au Cameroun. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Encore la République démocratique du Congo à la une de l'actualité sécuritaire en Afrique de l'Est. Les dirigeants de la région étaient réunis en urgence à Bujumbura, au Burundi, pour examiner la situation sur place avec les combats qui se poursuivent entre la rébellion du M23 et l'armée congolaise dans le Nord Kivu. Ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, le compte-rendu de nos confrères d'Africa News. Au Burundi, la réunion des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, s'est tenue sur fond de recrudescence des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les dirigeants du Burundi, de RDC, du Rwanda, du Kenya, d'Ouganda et de Tanzanie se sont accordés sur l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat. Il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat par tous les partis politiques. Ensuite, le retrait, notamment de tous les groupes armés étrangers et l'instruction aux chefs des forces de défense de tous les États partenaires de la communauté d'Afrique de l'Est de se réunir d'urgence au cours de la semaine prochaine et de fixer de nouveaux délais pour ce retrait et ordonner le déploiement d'une stratégie appropriée aux différentes parties de l'Est de la RDC. L'EAC a créé l'an dernier une force militaire régionale de paix pour l'Est de la RDC afin de faire reculer la rébellion du M23. Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont participé à la réunion malgré le fait que Kinshasa accuse régulièrement Kigali de soutenir les rebelles du M23. Les chefs d'État ont appelé les partis à respecter et à mettre en œuvre toutes les décisions du sommet et ont convenu que toute nouvelle violation doit être signalée immédiatement et ce sommet sera désormais chargé de cette procédure. Le sommet s'est tenu peu après la visite du pape François à Kinshasa, où il a condamné les cruelles atrocités perpétrées dans l'Est de la RDC. De nombreux groupes armés y sévissent depuis des décennies. Au Burkina Faso, le chef de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a refuté dans une interview accordée aux médias nationaux ce week-end toute présence des miliciens russes de Wagner dans son pays. Le numéro 1 de la junte burkinabé affirme plutôt que son pays mise sur la contribution des volontaires pour la défense de la patrie pour venir à bout de l'hydre djihadiste. Reportage. Alors que des manifestations contre la France ont régulièrement lieu au Burkina depuis qu'il a pris le pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a affirmé qu'il n'y avait pas de rupture des relations diplomatiques avec la France et il a également démenti la présence des mercenaires russes de Wagner dans son pays. On a entendu dans la presse partout que Wagner est à Ouagadougou. Nous aussi on a appris ça comme ça. J'ai même demandé à certains, ah bon, ils sont où? Entre-temps, on a appris qu'ils sont même logés dans un hôtel quelque part. Nous, on était surpris de voir de quoi il s'agissait. Vous voyez, il y a un état d'esprit général. Lorsque vous traitez avec Wagner, tout le monde vous fuit. Donc, c'est quelque chose qui a été créé pour que tout le monde nous fuit. Eh bien, félicitations. Le capitaine Traoré, qui a réitéré son souhait de voir partir les forces spéciales françaises de Ouagadougou, a aussi souligné que c'est juste un processus qui a été enclenché et que cela n'a rien à voir avec la diplomatie. L'ambassade française est là, les ressortissants français sont là, de même que notre ambassade là-bas. Et donc il n'y a rien diplomatiquement qui a été touché. Il s'agit donc d'un accord de présence militaire. Et nous, comme ils l'ont dit, notre souveraineté, ça dépend de nous. Donc c'est ce que nous réclamons à travers donc, la dénonciation de cet accord. Donc il n'y a pas de rupture de relations diplomatiques ou de haine contre un État particulier. Le président du Burkina Faso s'est donné pour objectif la reconquête du territoire occupé par les groupes terroristes et il a écarté toute négociation avec les djihadistes. Le souverain pontife a achevé ce dimanche sa tournée africaine par une messe en plein air à Juba, au Soudan du Sud. Devant des milliers de fidèles, le souverain pontife a réitéré son appel aux différents groupes armés rivaux dans la région du Haut-Nil à déposer les armes. On suit ce reportage.
Pour son dernier jour au Soudan du Sud, le pape François a de nouveau lancé un appel à la paix dans le pays. Célébrant la messe dimanche devant des milliers de personnes et avec d'autres dirigeants chrétiens de sa délégation, il a prié pour que le pays se remette de sa guerre civile. Même si nos cœurs saignent pour les torts que nous avons subis, frères et sœurs, refusons une fois pour toutes de rendre le mal par le mal et nous grandirons sainement à l'intérieur. Acceptons-nous les uns et les autres, aimons-nous les uns les autres avec sincérité et générosité, comme Dieu nous aime. Chérissons le bien que nous sommes et ne nous laissons pas corrompre par le mal. Le souverain pontife a également exhorté les habitants du Soudan du Sud à déposer les armes et à se pardonner mutuellement. Ce pays, si beau et pourtant ravagé par la violence, a besoin de la lumière que chacun de vous a, ou mieux, de la lumière que chacun de vous est. Chers frères et sœurs, je prie pour que vous soyez le sel qui répand, dissout et assaisonne le Soudan du Sud avec le goût fraternel de l'Évangile. Avant Juba, qu'il a quitté après la messe, François avait effectué une visite de 4 jours à Kinshasa, où il a notamment condamné les atroces cruautés des groupes armés dans l'est de la RDC. Cette visite était la 40e du pape argentin à l'étranger depuis son élection en 2013. Le pape François est entré à Rome dimanche après une visite en RD, Congo et au Soudan du Sud où il a multiplié les appels à la paix. Lors de sa traditionnelle conférence de presse dans l'avion le ramenant à Rome, le souverain pontife a confirmé qu'il se rendrait à Marseille à fin septembre, puis à Mongolie. Près d'un an après le début de la guerre en Ukraine, il a également promis qu'il se rendrait à Kiev et à Moscou. Je suis ouvert à rencontrer les 2 présidents de Russie et d'Ukraine. La raison pour laquelle je n'ai pas encore voyagé à Kiev est qu'en ce moment, il n'est pas possible d'aller à Moscou. Le 2e jour de la guerre, je suis allé à l'ambassade de Russie et j'ai dit que j'étais prêt à me rendre à Moscou pour voir M. Poutine, à condition qu'il soit ouvert aux négociations. Son ministre Lavrov a répondu « Nous verrons à l'avenir ». En Amérique, aux États-Unis, l'affaire du ballon chinois qui a survolé le pays pendant plusieurs jours la semaine dernière a connu son épilogue ce samedi. Sur ordre du Pentagone, un avion de chasse américain a battu l'appareil, suscitant la colère de Pékin qui contribue à mettre en avant la thèse d'une mission strictement météorologique. Pour Washington, ce ballon faisait plutôt de l'espionnage au profit du grand rival chinois. Ces images amateurs montrent le moment où un missile américain intercepte un ballon chinois accusé par Washington d'être un ballon espion. Une fois touché, l'appareil se dégonfle et commence sa chute vers l'océan Atlantique. Une opération saluée par le président américain. Mercredi, quand j'ai été informé de la présence de ce ballon, j'ai ordonné au Pentagone de l'abattre aussi vite que possible. Il a été décidé que le meilleur moment pour le faire serait quand ce ballon se trouverait au-dessus de l'eau. L'opération est un succès et je tiens à féliciter nos pilotes. Je vous donnerai bientôt plus d'informations. Les débris de l'appareil se trouveraient ce dimanche dans des eaux peu profondes au large des côtes américaines. Une opération militaire est prévue pour les récupérer. Ce dimanche, Pékin a fustigé la décision de Washington. La Chine exprime son fort mécontentement et proteste contre l'utilisation de la force par les États-Unis. Washington a réagi de manière clairement excessive et viole gravement les pratiques internationales. La Chine se réserve le droit de répliquer. Pour Pékin, le ballon n'a rien d'un appareil d'espionnage. C'est un aéronef civil utilisé à des fins de recherche météorologique. L'engin a dévié de sa trajectoire. Une théorie à laquelle ne croit pas Washington ni cet expert de la politique chinoise. Quoi qu'il en soit, c'est une véritable provocation. Et le mal est fait, dans le sens où tous les Américains ont assisté au premier rang à ce que la Chine fait aux États-Unis en matière d'espionnage. Les Américains lambda ont pu voir physiquement le programme d'espionnage chinois.
Et je pense que du point de vue de l'opinion publique, c'est extrêmement préjudiciable aux relations américano-chinoises. Un froid si important entre Pékin et Washington qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a reporté son déplacement en Chine, estimant que les conditions n'étaient plus réunies. On part en Iran, la décision en a surpris plus d'un. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a décidé de gracier des dizaines de milliers de prisonniers, dont de nombreux manifestants incarcérés lors de la vague de contestation qui avait suivi la mort de Mahsa Amini. Une amnistie générale qui intervient, faut-il le préciser, à l'occasion de la commémoration du 44e anniversaire de la révolution islamique. Regardez. En Iran, un geste de clémence inattendu. Le guide suprême Ali Khamenei a décidé de gracier ou de réduire les peines de prison de dizaines de milliers de personnes détenues dans le cadre des manifestations antigouvernementales. Ces dernières devront signer une déclaration de remords et un engagement de ne pas répéter les mêmes faits. Des milliers de personnes avaient été arrêtées pour leur implication présumée dans le mouvement de contestation déclenché par la mort de Mahsa Amini. Au Pakistan, l'ancien chef d'État Pervez Musharraf a tiré sa révérence ce dimanche 5 février à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Au pouvoir de 1999 à 2008, il était considéré comme l'un des plus fidèles alliés de Washington dans la lutte antiterroriste et dans le monde arabo-musulman. L'ancien président du Pakistan, Pervez Musharraf, est mort ce dimanche à Dubaï à l'âge de 79 ans, des suites d'une longue maladie. Arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État en 1999, cet ancien général a dirigé le pays jusqu'en 2008. Pendant son mandat, il a supervisé une période de croissance économique et fait du Pakistan un allié clé des États-Unis dans leur guerre contre le terrorisme à la suite des attentats du 11 septembre. Une prise de position qui a fait de lui un homme à abattre pour Al-Qaïda. Il a échappé à au moins 3 tentatives d'assassinat. Rendons-nous à présent à Ghadamès, dans le nord-ouest de la Libye. La perle du désert, comme on l'appelle, abrite actuellement son traditionnel festival d'artisanat. Pour l'occasion, ce sont des milliers d'artisans et de festivaliers qui ont effectué le déplacement de toute la Libye et même de la Tunisie. Regardez. Ambiance de fête dans l'oasis de Ghadamès en Libye, l'une des plus anciennes villes pré-sahariennes est communément appelée la perle du désert. La cité fortifiée met à l'honneur les traditions touareg le temps d'un shopping festival où les familles libyennes affluent depuis la côte, notamment la capitale Tripoli à plus de 600 km au nord, pour le plus grand bonheur du maire qui espère en faire un rendez-vous annuel. C'est un grand honneur pour Ghadamès d'accueillir ce festival du shopping et du patrimoine. Ghadamès est sans aucun doute une ville de patrimoine où le shopping remonte à des milliers d'années. Nous parlons ici d'achat d'objets artisanaux fabriqués par des mains libyennes. C'est un grand honneur de recevoir les gens de différentes régions de Libye et même de l'étranger, comme la Tunisie. Nous avions l'occasion de visiter Ghadamès, alors nous sommes venus. Nous avions l'occasion de présenter notre artisanat traditionnel, alors nous avons voulu visiter ce pays et présenter nos produits traditionnels. Nous avons été bien accueillis par les habitants de Ghadamès. C'est une belle ville. Nous espérons revenir. La ville a été placée en 2016 sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO en raison de dommages subis pendant le conflit. Depuis 2 ans, le pays tente de faire retirer Ghadamès de cette liste, arguant qu'elle est à l'abri des combats. Et page culture, la culture Sénoufo célébrée en Côte d'Ivoire. Les Sénoufo étaient à l'honneur le week-end dernier avec la célébration de la 3e édition du Tchomborogo, et célébration au cours de laquelle des femmes Sénoufo, regroupées au sein de l'association des femmes du département de Tingrela, ont valorisé leur culture à travers des danses traditionnelles. Retour en image avec le commentaire de Mesmer Yao. La culture Sénoufo du nord de la Côte d'Ivoire était à l'honneur à l'occasion de la 3e journée de l'association des femmes de Tingrela à Abidjan qui s'est tenue ce 4 février 2023 au bord de la lagune Ébrié. Cette activité se nomme Tchoborogo, qui veut dire fraternité. L'intérêt d'organiser cette activité, c'est dans le but de promouvoir notre culture, de passer le flambeau. Les personnes plus âgées sortantes nous passent le flambeau à nous les jeunes afin de pérenniser notre culture. La culture,
c'est ce qui nous définit. Nos origines, c'est ce qui nous définit. Quelle que soit l'ascension sociale, on n'oublie jamais ses racines. Danse traditionnelle, œuvre d'art sinofo et tissage de coton à la main ont permis aux anciennes de présenter aux jeunes générations les racines et méthodes ancestrales de la riche culture sinofo. C'est justement dans le souci de pérenniser ce savoir-faire ancestral qu'elles ont choisi ce jour de fête pour pouvoir présenter ça à toutes les jeunes générations et leur dire que c'est un savoir qui se passe de génération en génération. La présidente de l'association en a profité pour lancer un appel à la valorisation de la culture africaine sous toutes ses formes. On invite tout le monde, tous nos frères et sœurs de la diaspora, on invite tout le monde aux prochaines éditions à nous soutenir dans ce que nous faisons parce que c'est la pérennisation de notre culture et c'est ce qui nous valorise, c'est ce qui fait de nous des Sénoufos. Et terminons ce journal en sport. Le Sénégal a remporté, je vous le disais dans les titres, la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations face au pays hôte, l'Algérie, au bout d'une finale âprement disputée. Le sort des deux équipes s'est finalement décidé au tir au but. Après le sacre à la CAN 2023 au Cameroun, revoilà donc les Lions de la Teranga sur le toit de l'Afrique avec le Chan. La sélection sénégalaise de football des joueurs locaux a remporté samedi soir la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations en s'imposant 5-4 en finale face à l'Algérie, suite à une séance de tir au but. Les Lionceaux du Sénégal ont ainsi imité leurs aînés en remportant le CHAN 2023. Une équipe jeune qui sait souffrir. Donc parfois dans des matchs comme ça, on joue devant une très bonne équipe d'Algérie qui n'a pas plus de buts, qui a marqué beaucoup de buts dans ce tournant. Mais nous, on était vraiment prêts à souffrir parce qu'on voulait rendre fier notre pays. Une déception pour les Algériens. Leurs plans de jeu ont été déjoués par une défense sénégalaise regroupée autour de son gardien, Si, un rempart face au puissant tir de Mrezig. Déception pour notre chef, pour ses joueurs. Voilà, ça va faire longtemps qu'on travaille, 31 matchs, 2 défaites sans compter celle-là. Le CHAN est une compétition qui se joue tous les 2 ans en alternance avec la CAN. Seuls les joueurs évoluant dans un club de leur pays peuvent y participer. Ainsi donc se referme ce journal. Merci de votre attention. Rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout restez fidèles à 12 Télévisions.